Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Innovation et Cross Média, numéro 82, consacrée aux marques. Comment repenser les parcours clients. Alors 73% des consommateurs passent par plusieurs canaux avant d'acheter. 1 sur 2 effectue ses achats aussi bien en magasin qu'en ligne, mais seul un quart des marques françaises a un fonctionnement omnicanal pour s'adapter au comportement d'achat et aux attentes de leurs clients en diversifiant leur mode d'interaction. En cause, une vision 360 degrés non exhaustive de leurs clients et des parcours encore bien confus, en amont comme en aval de la phase d'achat. Quel parcours client les marques doivent-elles imaginer pour enrichir les expériences clients, mieux les engager, tout en servant leurs objectifs business? C'est ce que nous allons voir avec nos 4 invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cécile Robin, vous êtes directrice e-business EMEA du groupe Shiseido, 5e plus grand groupe mondial de l'industrie cosmétique. Bienvenue. Merci, bonjour Majda. Bonjour. À vos côtés, Gauthier Lemann, vous êtes vice-président marketing digital de Air France, acteur majeur du secteur de l'aérien et désigné aussi meilleure compagnie aérienne en Europe de l'Ouest. Bonjour. Bonjour Majda. Emmanuel Véry, bonjour. Vous êtes directeur marketing de Direct Assurance, qui est le leader français de l'assurance en ligne et une marque du groupe AXA. Absolument. Et à ma droite, Emma Recot, bienvenue. Vous êtes directrice générale stratégie et développement de IKEA France, marque emblématique d'ameublement international. Alors, je vais démarrer avec vous, Cécile, pour le groupe Shiseido. C'est un groupe qui est présent sur 88 pays. Vous couvrez les marchés, je le disais tout à l'heure, EMEA, à travers une trentaine de sites de marques, d'une part, et aussi vos partenariats auprès des retailers, donc du e-retail. Quand on adresse des clients qui peuvent naviguer de vos écosystèmes de marques vers ceux de vos distributeurs et inversement, donc avec des parcours bien complexes, quels sont les défis que doivent relever votre direction e-business ? Alors les défis sont nombreux, mais je vais me centrer sur 3 principaux. Et je pense que les 3 que je vais citer, c'est d'abord la cohérence, la différenciation et la conversion. Avec en toile de fond le client, puisqu'on doit vraiment avoir le client au cœur de nos préoccupations, et ça passe par une maîtrise parfaite de la data, ce qui est vraiment notre fil rouge. Alors le premier, la cohérence, je dirais la cohérence parce que le client navigue sur notre site, si on prend Shiseido par exemple, ou Nars, ou sur un site de retailer type Marionneau, Nocibé, Sephora, My Origins, peu importe, il doit avoir cette cohérence dans l'expérience de marque, dans le contenu apporté, dans l'ADN qu'on veut refléter. Mais ce n'est pas opposé à différenciation. Et c'est ça notre enjeu, comment je vais aller apporter de la valeur ajoutée à mon client quand il est chez nous versus quand il est chez un retailer. Quand il est chez nous, il n'est pas au même parcours, pas au même stade de sa réflexion dans son parcours d'achat. Donc là, je dois vraiment le surprendre, le nourrir, le faire interagir avec ma marque. Mais je me bats avec moi-même, parce que je suis la seule marque proposée. Et ça, que ce soit dans l'ensemble des pays en Europe, je dois avoir cette expérience que je dois apporter à mes clients. Et donc, on développe beaucoup de services, on y reviendra peut-être après, mais de services, de l'expérientiel, de l'engagement, de la communauté. Et à l'inverse, comment je me différencie de mes retailers, où là, pour le coup, je me bats avec un ensemble de marques, avec une offre qui est diverse, qui est variée, et donc les batailles ne sont pas les mêmes, parce que mon client, il n'est pas au même stade. Dans l'un, il est déjà engagé sur ma marque, dans l'autre, je dois aller le capter, l'engager et le faire convertir sur ma marque. Donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment ces enjeux qui sont essentiels. Et notamment sur la conversion. Alors la conversion, on a énormément de leviers pour aller engager cette conversion, puisqu'in fine, on veut les faire interagir via du service. Mais les faire convertir, ce n'est pas uniquement ce tunnel qui est fluide, c'est aussi comment on va apporter ce service qui favorise cette conversion. Je parlais tout à l'heure des outils d'aide à la décision, ça en fait partie. Voilà, on sait qu'on a une conversion qui est optimisée. Voilà, donc tout cet enjeu, c'est vraiment cette alliance, cohérence, différenciation, pour engager vers la conversion. Et bien sûr, comme tout e-commerçant, j'essaie en toile de fond, comme je disais, recrutement, engagement, conversion et fidélisation, parce qu'on ne veut pas se batailler uniquement sur les nouveaux clients, on veut aussi fidéliser notre clientèle existante. Eh ben, on reviendra effectivement un peu plus dans le détail. Gauthier, pour Air France, alors l'appétence pour les voyages s'est confirmée. Air France a fait un bon 2e trimestre avec une croissance du chiffre d'affaires de plus de 14% et la tendance pour le 3e trimestre est très optimiste. À quels enjeux devez-vous répondre vous aussi pour offrir à vos clients et vos prospects des parcours engageants dès le premier point de contact et pour maintenir cette dynamique de croissance ?
Alors c'est vrai que 2023, c'est une année de célébration. On va fêter les 90 ans d'Air France. Voilà, on est né officiellement en octobre 1933. Donc, voilà, donc c'est 90 ans d'innovation, d'excellence pour faire voyager, ce qu'on dit, en toute élégance, des passagers de et vers la France aux quatre coins de la planète. Bon, c'est pas 90 ans qui ont été de tout repos. Hein. On sort d'une période de crise extrêmement forte, hein, la crise Covid qui a énormément marqué tout le secteur du transport aérien et évidemment Air France. Mais vous l'avez dit, voilà, on sort la tête de l'eau et 2023 s'annonce comme étant une très bonne année pour nous. Ce qui a changé avec la crise, c'est que de plus en plus, on voit nos clients passer directement sur le canal direct online. Aujourd'hui, on a un billet sur deux qui est vendu sur nos sites internet airfrance.com partout dans le monde. Et ça, c'est plus de 10 points qui ont été gagnés par rapport à la période d'avant-crise. Donc évidemment, ça change vraiment notre stratégie et notre façon de voir le parcours digital en particulier, puisqu'il s'agit de faire un parcours personnalisé et sans couture tout le long de ce voyage, de l'inspiration. Donc voilà, comment est-ce qu'on met en valeur nos produits, nos différentes cabines, nos différentes destinations. Mais aussi comment est-ce que on fait un achat avec les différentes options qui vont être intéressantes pour nos différents clients. Et puis évidemment, l'achat du billet en tant que tel et le voyage sur lequel on va aussi essayer d'avoir une expérience personnalisée et sur mesure. Donc voilà, donc tous ces éléments-là, ils nous font adapter finalement notre stratégie, adopter de nouvelles technologies pour permettre d'utiliser au mieux toutes les informations qu'on peut avoir sur nos clients et ainsi leur délivrer cette promesse d'un voyage adapté vraiment pour eux. Avec un parcours expérientiel. Pareil, on y reviendra. Emmanuel, alors Direct Assurance, je le disais, est le numéro 1 français de l'assurance directe. 60% de part de marché, c'est pas rien, c'est même beaucoup. Et malgré un ADN 100% digital, vous avez pensé vos parcours pour qu'ils soient résolument digitaux. Comment se dessinent ces parcours et pour répondre aussi à quels objectifs business ? Alors effectivement, Direct Assurance, c'est une entreprise qui est en très forte croissance et les parcours clients, les parcours digitaux des clients sont un des leviers essentiels à cette croissance. Et la façon dont on les dessine, il faut que ça réponde à deux grands besoins de nos clients. C'est simplicité. L'assurance, ça peut être technique, ça peut être jargonneux. Donc nous, on veut être totalement à l'opposé de ça, simple, compréhensible. Et nous, on cherche aussi, pour répondre aux attentes de nos clients, à être très efficace. Parce que nos clients peuvent avoir une passion de l'assurance, mais ce n'est pas toujours le cas, il faut bien l'avouer. Ils ont d'autres choses à faire, ils veulent aussi s'occuper de leur famille, ils doivent s'occuper de leur travail, etc. Et donc, on doit pouvoir être efficace, on doit pouvoir être rapide. Donc ça, c'est vraiment les enjeux et ce sur quoi on travaille pour répondre aux besoins de nos clients. Pour cela, en fait, ce qu'on a très clairement décidé de faire, c'est pas d'imposer un parcours au client, mais plutôt de lui proposer les parcours qui sont les plus pratiques pour lui. Et c'est à lui de choisir. C'est pour ça que nous sommes totalement Phigito, c'est-à-dire évidemment des parcours online, full online si les clients en ont envie, mais aussi à tout moment, il peut choisir d'aller sur un canal téléphone, sur un canal messagerie sociale, WhatsApp, Messenger, ou sur un canal chat. Donc ça, c'est très important parce que le choix est réellement à la main du client. C'est lui qui choisit, nous on lui propose, et c'est de cette façon que je pense il apprécie de venir chez nous. Alors on parlera tout à l'heure des parcours de souscription, plus précisément, et on entrera dans le détail. Emma, pour Ikea, alors Ikea c'est une marque de référence qui n'a pas quelque chose d'IKEA chez lui. Et c'est effectivement une marque qu'on aime visiter. Je lisais que vos 36 magasins en France ont enregistré plus de 56 millions de visites en 2022. Pour autant, le e-commerce n'est pas en reste puisqu'il représente près de 25% aussi du chiffre d'affaires. Quels sont aussi les piliers de votre stratégie omnicanal et à quels enjeux devez-vous répondre aussi ?
Alors, un des piliers stratégiques pour IKEA, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Donc, on veut se rapprocher du plus grand nombre. Et donc, pour faire ça, on a mis en œuvre une profonde transformation, une vraie mutation en fait, de nos systèmes et de la façon dont on rencontre les clients. On appelle ça la mutation omnicanale, tout simplement. Alors, vous l'avez évoqué, effectivement, mais peut-être pour contextualiser le chiffre, juste avant la crise Covid, on avait un taux de 10% à peu près, à peine 10% de nos ventes qui se faisaient en ligne. Aujourd'hui, on a dépassé effectivement largement les 20%. Donc on voit que c'est et c'est surtout sans cannibaliser le commerce physique. C'est-à-dire que c'est la croissance, voilà, cette transformation omnicanale. Alors qu'est-ce que c'est concrètement cette omnicanalité dont on parle beaucoup? C'est finalement un enchaînement de points de contact avec nos clients. Et donc en fait, une stratégie réussie, c'est quand on arrive à avoir une parfaite harmonie entre toutes ces interactions. Le digital, effectivement, est un moyen formidable pour accompagner cette transformation, parce qu'au final, c'est vrai que c'est le client qui choisit où, quand et comment il veut interagir avec la marque, effectivement. Eh bien, pareil, on rentrera dans le détail. Je reviens vers vous, Cécile, et pour tout le monde, des vrais enjeux de croissance pour les années à venir. Je lisais qu'il y avait un plan stratégique Shift 2025 and Beyond qui visait une marge opérationnelle de 12% horizon 2025. Quels sont les parcours que vous allez mettre en face, justement, et que vous allez orchestrer pour servir ces objectifs? Et quelles optimisations peut-être faut-il activer? Alors nous, effectivement, sur le parcours d'achat, c'est notre enjeu majeur quand on distribue en ligne, d'avoir un parcours justement fluide et engageant pour l'ensemble de nos clients, comme on parlait d'omnicanalité, mais comme ils peuvent le vivre en magasin. En ligne, on n'a pas les BCs. Pour autant, on doit reproduire cette expérience et répondre à toutes les questions que nos clients pourraient avoir sur nos produits. Que ce soit du maquillage, du soin, du parfum, on doit être là pour répondre à l'ensemble. Maintenant, comme on est sur une distribution en ligne, je pense qu'on a des enjeux qui sont un peu variés par rapport en tout cas différents des magasins. Et moi, mon enjeu, en tout cas la priorité, c'est d'avoir ce socle solide. C'est-à-dire que ma structure IT, les plateformes sur lesquelles on travaille doivent être irréprochables. Aujourd'hui, on sait qu'un client, selon Google, si le temps de chargement d'une page est plus de 3 secondes, il s'en va. Donc déjà, comment je m'assure de capter, avec un socle solide, que l'ensemble de mon expérience est fluide et engageante. Et après, on peut rentrer dans ces enjeux métiers. Donc on va bien sûr commencer par l'acquisition, et c'est l'acquisition de trafic et l'acquisition de vente qui varient selon les marques. Au sein du groupe, on a des marques qui sont très différentes en termes d'ADN. Shiseido, Nars, Narciso Rodriguez, ce n'est pas les mêmes clientèles, ce n'est pas les mêmes personas qu'on va cibler. On parle de personnalisation, pour nous c'est essentiel de le comprendre. Et donc dans ces stratégies d'acquisition, on va effectivement avoir des approches différentes. Le SEO restera une priorité pour l'ensemble, que l'on adresse aujourd'hui vraiment en termes de priorité. Et ensuite, on va adresser le social, le paid, et voir quels sont les canaux, le CRM, quels sont les canaux qui sont les plus engageants pour nos clients. Et quand on rentre sur la conversion, parce que moi, dans ce rôle e-business avec mes équipes, on a cet enjeu, bien sûr, de convertir, mais c'est un enjeu de service, c'est un enjeu transactionnel. Et pour la transaction, on a fait une transformation récemment avec l'organisation d'une équipe CRO. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment la mise en place d'une équipe qui est CRO, c'est Customer Rate Optimization, donc l'optimisation du taux de conversion. C'est comment on va structurer nos décisions basées sur la donnée, avec des stratégies d'A/B test derrière. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de décision au feeling, on prend des décisions, c'est vraiment une stratégie orientée résultat. Et ça nous permet de mener, au fur et à mesure de ces A/B tests, des évolutions en termes d'UX, en termes d'UI, qui sont pertinentes et on sait que ça fonctionne. Donc ça, c'est une des premières révolutions qu'on a fait, en tout cas pour le groupe récemment. Et ensuite, je vous parlais du service. Et le service, pour nous, c'est essentiel. Les BC en magasin, elles sont en mesure de conseiller. Nous, aujourd'hui, pour nos marques, quand vous venez chercher un parfum, quand vous venez chercher un maquillage, un soin, vous avez probablement plein de questions. Comment on va y répondre? Donc là, on a mis en place des outils d'aide à la décision avec des outils d'aide, des virtual try-on, donc des outils d'aide pour représenter ce que pourrait donner le maquillage sur votre visage. Sur le soin, c'est des diagnostics de soins, par exemple, qui vous permettent, à l'aide d'un selfie, d'analyser votre peau et d'avoir une recommandation de produits adaptés. Sur le parfum, de la même manière, des outils d'aide à la décision pour voir quelles sont vos affinités, vos préférences pour orienter vers un parfum qui est personnalisé et qui vous correspond. Et ça, effectivement, on voit que ça a un impact jusqu'à plus 30% sur le taux de conversion et plus 40% sur l'AOV. Donc c'est des stratégies, encore une fois, basées sur la donnée où on sait que ça fonctionne, même si ça reste une minorité, encore aujourd'hui, des personnes qui interagissent avec ce type de solution. On n'a pas 50% aujourd'hui de notre trafic qui interagit.
Et le dernier point sur lequel j'insisterai, en tout cas qui a été un vrai changement aussi dans justement post-crise, c'est la communauté et comment on arrive à interagir de manière plus personnalisée avec nos clients. Donc on a vu l'avènement du live shopping, donc, qui est très très fort en Asie. On n'est pas encore au niveau de l'Asie. Par contre, on voit que c'est un très bon moyen d'engager les clients sur nos marques, de les faire interagir avec du contenu, que ce soit des tutoriels beauté ou des informations sur des nouveautés, sur des univers, sur des routines. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous dans notre stratégie aujourd'hui, comment on engage notre clientèle. Et ça peut passer par des plateformes communautaires. En Angleterre, sur Nars, pas sur Mars. Sur Nars, on a mis en place une plateforme communautaire pour interagir avec ses clients. Et effectivement, on sent que c'est vraiment au cœur de notre nouvelle stratégie. Évidemment, on veut faire convertir, on veut faire acheter avec un parcours, comme je vous disais, fluide, des pages produits qui soient claires. Mais il y a tout ce service qu'on peut apporter sur nos sites en propre. C'est pour ça que là, on a vraiment la main sur l'ensemble de la chaîne et sur lequel on doit vraiment travailler. Donc je dirais que c'est des optimisations continues, au final, basées sur la data, mais en tout cas qui nous permettent de générer aujourd'hui une croissance saine pour le groupe. Bonne transition, parce qu'effectivement, avec Gauthier, on va parler de data, parce que pour repenser les parcours d'acquisition, particulièrement clients, et pour créer de la valeur, ça suppose d'avoir une bonne maîtrise de la data, de toutes les données qui composent ce parcours d'une part et d'une compréhension exhaustive du client. Comment est-ce que vous optimisez aussi ces parcours, particulièrement dans un contexte cookie-less? Oui, je vais rebondir sur ce que disait Cécile. La data est vraiment au cœur de notre stratégie, tout canaux, mais évidemment avec ce que je disais en introduction, l'avènement de finalement nos clients sur les canaux digitaux, cette data, c'est la pierre angulaire vraiment de notre stratégie. Donc on va faire de l'utilisation de cette data, la facilitation finalement du désilotage de nos parcours clients, l'utilisation finalement, l'orchestration de notre stratégie digitale, elle va être facilitée par une utilisation data bien meilleure. Et effectivement, on a la chance chez Air France d'avoir une first party data, donc nos data propriétaires qui sont assez riches et précises. Et donc on va pouvoir, grâce à cette data-là, vraiment personnaliser au mieux le parcours client. Donc, je vais vous donner un exemple assez concret. On voit une croissance assez importante sur le loisir des cabines à vent, donc nos cabines affaires ou nos cabines à première. On vend beaucoup de nos billets business ou la première sur notre site internet en direct. Et donc, la question se pose de comment est-ce qu'on atteint ces clients, comment est-ce qu'on va personnaliser notre communication marketing vers ces clients-là pour mettre en avant comment est le produit business à bord, quels sont les avantages à voyager en business, comment est-ce que l'expérience à bord va être vraiment sublimée par rapport à notre communication et donner envie d'acheter ces cabines-là. Et donc, on va créer des audiences spécifiques sur ces segments-là, leur adresser des communications avec ces assets personnalisés sur les cabines avant pour mieux atteindre ces prospects. Évidemment, la data, c'est aussi comment analyser la performance de nos campagnes. Donc là aussi, un fort enjeu sur comment est-ce qu'on a l'attribution au bon canal de nos recettes. Donc là aussi, on a monté un modèle d'attribution pour savoir si c'est plutôt de l'emailing, plutôt du search, plutôt du media buy qui font la conversion, et ainsi orienter au mieux nos investissements qui restent sous contrôle. Et donc, en gérant mieux la data, on permet d'investir au bon endroit pour mieux convertir. Vous disiez tout à l'heure que vous avez parlé de désiloter les parcours. Est-ce que vous pouvez davantage développer ce point ? Jusqu'alors, c'est vrai qu'on avait des stratégies qui étaient silotées par grand canal d'acquisition. Donc on allait avoir un investissement sur le search, l'emailing, c'est pas un investissement en tant que tel, mais quand même, on fléchait finalement nos stratégies en fonction du meilleur endroit.
en utilisant mieux la data et en regardant les canaux les plus performants, on va pouvoir orchestrer finalement tout au long du parcours client et finalement dire un client qui commence son funnel d'acquisition par le search, on va aller le repousser par l'emailing, le rechercher par une bannière et ainsi construire une expérience qui va être finalement sans couture, où le client, de l'inspiration jusqu'à l'achat sur notre site internet, va avoir une expérience personnalisée. Donc un exemple très concret, c'est qu'il va aller chercher un Paris-New York, et quand il va aller visiter un site internet, il va avoir une bannière avec le Paris-New York, avec le prix du moment qui va lui être repoussé, ou il va recevoir un email qui va lui dire voilà, vous avez recherché un Paris-New York en classe business, voilà la meilleure offre que nous avons en ce moment pour vous. Voilà, donc c'est vraiment s'assurer que on capte les signaux faibles ou forts et qu'on utilise ces données-là. Évidemment, la partie, la fin des cookies, ça va être un enjeu pour nous. Mais voilà, l'utilisation de nos données premières ou des partenariats ou l'utilisation des stratégies de nos partenaires technologiques font qu'on peut continuer sur cette lancée-là. Merci Gauthier. Alors Emmanuel, pour Direct Assurance, on a commencé à parler un peu de parcours de souscription tout à l'heure. C'est une étape stratégique du parcours global. Quelles sont les optimisations que vous comptez déployer pour engranger de nouveaux contrats, mais aussi fidéliser les clients? Parce qu'en plus, la législation, elle est moins favorable, je dirais, pour les acteurs comme vous, puisque la résiliation, maintenant, en 3 clics, hein, paraît-il. Absolument, absolument, mais je reviendrai dessus à la fin. Donc pour vous donner une idée en fait de nos parcours chez Direct Assurance, je vous parlais de laisser le choix aux clients. Donc ça se traduit de manière assez amusante, assez équilibrée, c'est-à-dire que vous allez avoir un tiers de nos clients qui passent en full web, un tiers qui passent en full téléphone, c'est-à-dire qu'ils vont directement appeler un de nos conseillers, et un tiers qui vont être en hybride. Là, dans l'hybride, vous pouvez trouver autant de situations que de personnes, de gens qui commencent sur le web, continuent sur le téléphone, reviennent sur le web, ou un moment chez un comparateur, finissent sur notre site, ou des tas d'autres combinaisons que je vous laisse inventer. Et là, une fois de plus, on s'adapte à ces situations et on est ravis de laisser le choix à nos clients. Et une fois de plus, donc, il y a une multitude de choses que l'on va pouvoir optimiser et je pense que l'avantage, c'est que c'est un travail sans fin. Mais notamment, ça sera toujours au travers de la simplification et dans l'objectif de rendre ces parcours plus efficaces. On parlait de conversion, c'est aussi évidemment dans cet objectif-là que nous sommes, et c'est évidemment très important de le souligner. Donc typiquement en termes de simplification, nous on a un enjeu dans nos parcours de souscription. Ces parcours de souscription, c'est des questionnaires, hein, tout simplement. Donc l'idée, c'est d'avoir un questionnaire qui ne soit pas trop long, parce que sinon c'est un petit peu casse-pied, mais, et je vous invite à y faire attention si un jour vous regardez, pas trop court non plus. Parce que si vous êtes sur un questionnaire très court, qu'est-ce qui se passe? Vous donnez peu d'informations à votre assureur. Si l'assureur a peu d'informations, il ne va pas pouvoir vous tarifer très bien. Et s'il ne vous tarifie pas très bien, en fait, il va vous tarifer cher. Et ça, c'est quelque chose quand même qui tient à cœur, qui est complètement dans l'ADN de Direct Assurance. Nous sommes l'assureur du pouvoir d'achat. Nous sommes l'assureur auto le moins cher. On a encore été classé récemment par le magazine Automoto. Donc évidemment, c'est très important pour nous d'avoir quelque chose qui soit court, mais pas trop. Donc tout est une question d'équilibre pour que ça soit facile, efficace pour le client, mais qu'on ne perde pas de vue que ce que recherche le client, c'est le meilleur tarif, évidemment sans compromis sur la qualité. Donc on est toujours dans cette recherche de simplification, mais avec le bon équilibre. Après, les autres frontières que l'on a sur les parcours, c'est évidemment toute la partie sémantique qui doit être simple, le nombre de mots
qui en fait sont très spécifiques à l'assurance, voire jargonneux, c'est invraisemblable. Donc on le voit tout le temps dans nos écoutes, quand on parle à nos clients, on dit des mots, même des mots qui peuvent paraître simples, comme résilier. C'est quand même pas un mot qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si vous l'utilisez très souvent, moi j'utilise qu'au bureau. Donc pour les gens qui sont modérément passionnés d'assurance, c'est pas forcément évident. Donc tout ça, c'est des mots auxquels il faut qu'on fasse attention, parce qu'une fois de plus, nos clients n'ont pas le temps, mais nos clients veulent être bien assurés. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, si on n'est pas capable de faire des parcours qui soient simples et compréhensibles, in fine, ça va être un problème pour nos clients, ça va être un problème pour la satisfaction de nos clients, et donc c'est un problème pour nous, et donc on y attache énormément d'importance. Et vous parliez de fidélisation tout à l'heure. Ça, c'est un élément extrêmement important. On y travaille beaucoup, et donc pour ce sujet de fidélisation, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être très cohérent dans nos parcours, dans nos messages. Et donc, on cherche à toujours refléter le fait que nous sommes l'assureur du pouvoir d'achat. Donc, typiquement, c'est dans nos parcours de faire savoir, de faire comprendre simplement qu'il y a une série d'avantages à la souscription, on est les moins chers, ça c'est relativement simple, à la multivente, on appelle la multivente, donc c'est-à-dire regroupez vos contrats d'assurance avec nous et vous aurez encore plus de pouvoir d'achat qui vous sera rendu, c'est-à-dire qu'on va encore plus réduire nos prix. Vous faites un effort en tant que client, on fait un effort en tant qu'assureur en vous rendant notre marge, entre guillemets, sur cette multivente. Donc tous ces éléments, ils sont faits pour refléter notre positionnement. Et puis un dernier élément, c'est qu'on essaye d'aller au-delà de l'assurance, en proposant à nos clients, et là c'est vraiment spécifique pour nos clients, une plateforme, à une fois de plus, simple, efficace, fluide, qui permet d'avoir un certain nombre de réductions sur des produits du quotidien, je ne citerai pas de marque, mais voilà, il y en a autour de la table, et qui permettent in fine, grâce à ces réductions, qui sont proposées uniquement aux clients de Direct Assurance, eh bien, si on les utilise régulièrement, ce qui est tout à fait faisable, parce qu'une fois de plus, c'est des enseignes du quotidien, eh bien, ça vous permet en fait de compenser vos polices d'assurance auto, habitation, comme si vos polices d'assurance, du coup, étaient totalement compensées par vos économies par ailleurs. Et je terminerai sur un dernier point, pardon, parce que j'étais très frappé par un point, c'est que nos parcours, il faut toujours qu'ils soient appréhendés d'une manière quantitative. Ça, c'est vraiment très, très important. Et là, c'est pour nous, entreprises, pour nous, Direct Assurance, pour nos indicateurs, pour que ça fonctionne bien. Mais donc, mieux on fonctionne, meilleur on sera sur le prix, moins on sera cher, et mieux ça sera pour le client. Donc, nous, c'est quelque chose qui est complètement de notre ADN, auquel on fait très attention. Tous nos parcours sont mesurés en permanence. Qu'est-ce qui permet de garder le client sur le parcours? Qu'est-ce qui fait qu'il s'en va, le taux de drop, ce qu'on appelle le taux de drop? Qu'est-ce qui fait qu'il va vraiment convertir? À quel moment il va vraiment s'équiper et donc être bien assuré et donc être satisfait? Donc tout ça, on le suit, on fait absolument tout en A/B test. C'est un mot qui est un mot en or chez Direct Assurance. On passe notre temps parce que c'est la seule façon de vraiment bien se rendre compte si les évolutions que l'on fait sur nos parcours ont un impact positif ou négatif et que ce n'est pas un élément exogène qui fait ça. On est vraiment sur des parcours intelligents, en fait. Alors, Emma, pour IKEA France, alors je disais qu'IKEA avait annoncé vouloir investir plus d'1 milliard d'euros entre 2023 et 2026 pour, entre autres, accélérer cette fameuse transformation. Vous avez commencé à nous présenter en introduction de transformation omnicanal. L'objectif étant de créer un IKEA, je cite le communiqué de presse, IKEA omnicanal unique. Quels sont ces parcours qui se dessinent justement et qui vont permettre de se positionner sur ce nouveau IKEA omnicanal? Alors peut-être avant de parler du parcours client lui-même, je parlerai du client, parce qu'effectivement, comme toute enseigne, on a cet objectif d'attirer, de convertir et de fidéliser. On a la chance d'être une enseigne effectivement connue et reconnue. On a une base en France de 10 millions de membres clients Family, donc le club de fidélité d'IKEA. Mais on a envie aussi de pouvoir renouveler et d'attirer notamment une population plus jeune. Et la question est comment on s'adresse à cette population-là. Donc on a développé notre présence sur certains réseaux sociaux, donc notamment TikTok ou Twitch. Et c'est pas seulement notre présence, c'est le contenu qu'on va développer avec, donc, par exemple, je prépare ma rentrée, j'organise mon bureau, je réussis ma colocation. Donc c'est tout un enjeu pour nous de pouvoir renouveler notre base client et donc construire l'avenir. Et quant au parcours lui-même,
Tout à l'heure, je parlais de cet écosystème omnicanal. Et c'est vrai que le client, alors c'est pas parce que le client achète en ligne qu'il n'est pas venu d'abord en magasin pour voir les produits, c'est pas parce qu'il est en magasin qu'il n'a pas préparé sa commande. Donc on va dire que on a le sentiment effectivement que les clients sont complètement dans cette omnicanalité. Et ce qu'on essaye de faire nous, c'est surtout pas opposer ces canaux, c'est plutôt de construire une complémentarité. Alors comment on fait ça? On essaye de gommer les frontières entre ces canaux. On peut rajouter de l'humain dans la relation à distance, avec donc par exemple une conception de cuisine, un rendez-vous avec un collaborateur, donc on est chez soi, client chez soi, collaborateur en ligne, et donc on peut avoir cet accompagnement ou du coaching maison, etc. Et puis à l'inverse, on va digitaliser les points de vente. Tout ça pour que le parcours soit plus fluide, que le client puisse gagner du temps. Donc on a le shop and go pour scanner ses produits. On peut aussi avoir des bornes interactives. Et puis ce qu'on a commencé à faire récemment, c'est d'introduire dans nos petits formats urbains une expérience immersive, donc une technologie assez simple. Sur une petite pièce de 9 mètres carrés, on projette en fait le contenu de ce qu'on voit dans un grand magasin. Donc le client peut choisir d'avoir voilà, une cuisine, un dressing, changer les couleurs, ouvrir les portes. Donc on a modélisé complètement le catalogue et toutes les ambiances, toutes les reconstitutions d'intérieur. Et donc cette expérience immersive, elle ajoute dans le parcours client voilà, l'inspiration et le choix. Donc c'est aussi une façon de gommer les frontières et d'ajouter du digital dans le magasin physique. Alors on parle effectivement d'immersif, ça fait un lien avec l'intelligence artificielle et l'IA générative aussi, qui risque de remodeler en fait tous ces parcours clients et in fine ces expériences clients. Alors je vous pose la question, Cécile, dans l'univers des cosmétiques, est-ce que l'IA, voire l'IA générative, va changer quelque chose? Alors on pourrait demander à ChatGPT. Oui. Oui. Voilà. Et on verrait la réponse. Bon, déjà, l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Hein. Oui. Ça existe depuis de nombreuses années. C'est à la base de toutes les fonctionnalités de nos téléphones, la correction automatique. Et nous, chez Shiseido, de la même manière, on l'utilise depuis déjà un petit moment, via des formes diverses et variées, mais par exemple la recommandation produit. Il y a de l'intelligence artificielle derrière. Mais le vrai shift qui s'opère maintenant, le vrai changement qui s'opère maintenant avec l'intelligence artificielle générative, c'est vraiment ce modèle apprenant qui devient plus puissant, qui devient extrêmement vaste en fait en termes de données. Et nous, dans le groupe Shiseido, oui, ça va nous aider et on doit impérativement travailler avec ça aujourd'hui. Et que ce soit dans la génération de contenu visuel, dans la génération de contenu textuel. Effectivement, comment on va optimiser en permanence nos fiches produits avec du contenu qui nous permet d'être pertinent par rapport à ce que recherchent nos clients. Le contenu vidéo. On voit aujourd'hui, on voit énormément les avatars aussi qui arrivent et qui apprennent en fait. Donc ça, pour nous, dans le luxe, ça peut nous servir sur l'assistance de nos clients via des chatbots, mais des chatbots qui peuvent interagir avec des personnes réelles ou semi-réelles. Ça peut être dans la recommandation de produits. Comment on peut avoir une personnalisation accrue? Comment on va avoir une assistance plus rapide, une assistance permanente? Donc aujourd'hui, c'est pas tant de se dire est-ce qu'on va passer à l'intelligence artificielle, c'est comment on s'adapte et comment nos équipes s'adaptent à l'utilisation de ces nouvelles technologies, parce que ça reste de l'innovation, on doit composer avec, c'est au cœur de notre métier. Quand on travaille en digital, l'innovation, que ce soit sur de la donnée, sur des outils, sur du service, c'est permanent, donc c'est extrêmement riche. Pour moi, je trouve ça extrêmement intéressant et voilà, et ça donne vraiment aussi une nouvelle dynamique dans notre activité. Après, je terminerai en disant que je pense que ça restera toujours une alliance subtile nécessaire entre la créativité humaine et l'intelligence artificielle qui fera qu'on pourra vraiment accélérer et avoir cette croissance saine. C'est pas l'un sans l'autre. Air France aussi s'intéresse aux promesses de l'IA générative. Oui, c'est vrai que l'IA n'est pas nouvelle. Nous, on l'utilise depuis quelques années et on a accéléré sur ce trend-là depuis la crise parce qu'on l'a vu comme une capacité à réduire nos coûts et à être plus efficace. Donc aujourd'hui, avec nos partenaires technologiques, on a passé par exemple l'intégralité de nos investissements search sur de l'intelligence artificielle. C'est vrai que pour nous, on opère sur 100 pays, dans 25 langues, et donc avoir de l'intelligence artificielle qui nous permet d'acheter des mots-clés pour le search en automatique, c'est un vrai gain d'efficacité et qui nous permet de vraiment améliorer nos performances.
L'IA générative, c'est une vraie promesse de transformation de l'expérience client. Quand on est dans le transport aérien ou dans le tourisme, l'achat reste un petit peu rigide et un peu compliqué. Donc voilà, on doit donner une origine, une destination, des dates, dire combien on a de voyageurs, essayer d'ajouter des options, etc. Là, finalement, on a la promesse d'avoir un dialogue avec Air France, en disant ben voilà, j'ai envie de partir au soleil, dans un pays où il y a de la neige, en famille, j'ai envie de partir 10 jours. C'est quoi le meilleur produit, le produit le plus adapté? Et effectivement, avoir à partir de là une expérience vraiment personnalisée, en voyant les produits, en voyant les destinations, en voyant dans quelle cabine on va voyager, créer finalement son voyage tel qu'on le souhaite et tel qu'il est adapté à mes besoins. Donc je pense que ça va aller assez vite. On a des belles promesses. Voir comment est-ce qu'on va s'adapter à cette transformation, c'est vraiment l'enjeu pour nos équipes de rester à jour sur ces nouveautés et d'arriver à prendre ce virage au mieux. À suivre. Emmanuel, dans l'assurance aussi, des applications avec l'IA générative? Absolument, et un petit peu dans la même direction qui vient d'être décrite, hein, c'est-à-dire qu'on l'utilise effectivement depuis un certain temps. On est vraiment au tout début de l'histoire, juste pour mettre en perspective. Vous parliez de chatbot. Il y a, je sais pas, 5-6 ans, on nous disait les chatbots, ça y est, c'est la nouvelle martingale, on va pouvoir supprimer les conseillers, c'est super. On s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait le cas, même pas du tout le cas. On arrive maintenant à avoir des chatbots qui commencent à être pas mal. Hein. Il y a 5-6 ans, en fait, ils étaient quand même assez mauvais. Ils essayaient de se faire passer pour des humains, mais malheureusement, ils trompaient personne, ou heureusement, j'en sais rien. Donc voilà, donc, il y a toujours quand même une période d'apprentissage. Néanmoins, nous, on croit qu'il peut y avoir énormément de bienfaits à cela, à l'IA générative, notamment dans 2 domaines. La première chose, c'est ce qu'on appelle le conseil augmenté, parce que l'assurance reste un produit quand même assez technique, assez complexe. Une fois de plus, tout le monde ne le connaît pas dans les détails, ni n'a très envie de le connaître dans les détails, mais on en a besoin. C'est très important dans notre vie du quotidien. Donc on a besoin d'être bien conseillé. Et nos conseillers sont là, on a 1000 conseillers chez Direct Assurance à disposition des clients, et ces conseillers, mieux ils seront coachés, mieux ils seront guidés dans certains détails, mieux ils pourront conseiller les clients. Donc quand le client vient avec une question, il a eu un sinistre, je sais pas, un dégât des eaux, est-ce que la fuite vient du voisin, des parties communes, de chez lui, etc. Il peut y avoir une multitude de situations très 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 variées. L'IA générative permettra de guider beaucoup plus rapidement le conseiller, et le conseiller pourra aller beaucoup plus vite, poser les bonnes questions aux clients et donc le servir beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement. On revient au sujet de simplicité, d'efficacité, c'est les 2 clés pour nos clients. Et puis l'autre voie où on pense que ça pourra aussi s'améliorer, c'est dans une perspective plus de self-care pour les clients, et donc plus effectivement avoir des chatbots intelligents qui permettraient de donner un premier niveau, dans un premier temps en tout cas, de réponses beaucoup plus ciblées. Puis bon, on peut imaginer dans quelques années, ils pourront répondre à un spectre beaucoup plus large de questions. On pourrait même imaginer que ce ne soit pas juste des chatbots en ligne, ça peut être aussi des SVI, donc au téléphone, hein, les messages d'attente, plutôt que d'avoir des messages d'attente un peu statiques, voire une musique agaçante, on pourrait avoir tout simplement une intelligence artificielle qui permet de mieux orienter les clients, de répondre à un premier niveau de questions et d'orienter, quand c'est nécessaire, au bon conseiller qui aura la bonne réponse au problème du client. Ok. Je conclue avec vous, Emma. Vous êtes mentor de la Paris Retail Week 2023. Et quelles sont aussi les tendances majeures? Je pense que l'IA générative, on en a parlé, mais pas uniquement. Les tendances majeures omnicanales qui sont ressorties de cette Paris Retail Week. Alors,
En premier lieu, je pense, et d'ailleurs c'est rigolo parce que nous sommes tous les quatre dans des secteurs d'activité différents, et le mot, enfin ce que j'entends, c'est la personnalisation. Et ça, c'est un élément majeur, et donc, le digital vient effectivement nous accompagner sur ce secteur. La personnalisation, ça veut dire qu'on ne doit plus développer des solutions pour tout le monde, mais pour chacun. Voilà. Et donc comment on y arrive? Je prendrai un exemple. On a développé, grâce à l'IA notamment, un outil qui s'appelle IKEA Creative sur l'app, qui permet aux clients de pouvoir scanner son intérieur. Et ensuite, la prouesse technologique, même si ça paraît facile, en fait, c'est une prouesse technologique, de pouvoir gommer en fait les différents produits. Et on a modélisé tout le catalogue, et donc on peut remettre à l'échelle tous les produits et constituer son intérieur. Donc ça, on développe ces capacités-là. Peut-être aussi ce qu'on perçoit en tendance majeure, on l'a aussi évoqué, la notion du prix, qui est le critère décisif pour les consommateurs, la pression des ménages sur le pouvoir d'achat. Et donc, on assiste dans le monde du retail en général à ce boom de la seconde main. On voit que c'est quelque chose qui arrive. Toutes les enseignes s'engouffrent dans cette voie. En tout cas, chez IKEA, on a depuis quelques années on rachète les produits des clients, on les revend, on a des espaces de seconde vie. Ça représente même 1% de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire 36 millions. Ce qu'on voit quand même, c'est comment est-ce que les enseignes vont vraiment adresser ce nouveau business model. Parce que ça pose des questions sur quel est le modèle de demain. Est-ce que le consommateur n'est plus un consommateur soit neuf, soit ancien ou seconde main? C'est le même en fait. Donc comment on intègre cette seconde main dans nos business models? Et ça, je pense qu'on n'a pas toutes les réponses encore. Oui, parce qu'il y a encore un sujet là d'un nouveau canal qui a été créé avec la seconde main. Et donc on se retrouve encore siloté. Voilà, l'objectif, c'est effectivement de tout intégrer, de l'intégrer dans cet écosystème avec cette harmonie entre les points de contact, encore une fois. Eh ben, merci beaucoup à tous les quatre. Nous arrivons au terme de cette émission et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Innovation et Cross Média. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, Merci. madame.